Bienvenue dans Le Juste Rythme, le podcast qui explore le cœur, le corps et la tête. Je suis Marion Béchade, une femme, une mère, une entrepreneuse passionnée mais souvent débordée, en quête chaque jour d'un peu plus de sérénité. Un podcast pour se déculpabiliser et peut-être se donner une nouvelle impulsion. Cet épisode du podcast Le Juste Rythme est soutenu par l'Auberge Basque, un hôtel-restaurant, relais et châteaux. Un lieu unique au cœur du Pays Basque qui invite à ralentir, à se reconnecter à ses 5 sens et à prendre un temps pour soi. L'endroit parfait pour retrouver son juste rythme. Dans cet épisode du Juste Rythme, je reçois Géraldine Dormois. Ancienne journaliste du groupe Marie-Claire, Géraldine a longtemps évolué dans un rythme intense, à Paris, avant de faire évoluer sa manière de vivre et de travailler. Aujourd'hui, à travers ses newsletters et surtout à travers ses cercles d'écriture du jeudi soir, elle explore une autre façon d'habiter le quotidien, plus lente, plus consciente et plus alignée. Avec Géraldine, on a parlé de rythme justement, de celui qu'on interroge, qu'on analyse, parfois jusqu'à s'y perdre, et de celui qu'on apprend peu à peu à ajuster. On a également parlé de micro-changements, de ce qu'on enlève plus que ce qu'on ajoute, et de ces rituels simples qui nous aident à revenir à nous. Une conversation sur le corps, le mental, et sur ce chemin vers une vie plus simple, plus respirable. Je vous laisse découvrir le juste rythme de Géraldine. Bonjour Géraldine. Bonjour Marion. Bienvenue. Avant que nous commencions notre échange, je voulais savoir dans quelle énergie est-ce que tu es ce matin. Je suis dans une bonne énergie. On est le matin. Je suis contente d'être à Paris. Je suis contente d'être avec toi. Donc, on se réveille doucement. Belle mise en jambe. Si tu devais décrire ton rythme de vie actuel en quelques mots, lesquels choisirais-tu ? Un rythme choisi. J'ai longtemps été salariée. Je vais avoir 50 ans, là, donc j'ai mené l'essentiel de ma vie en entreprise. Et depuis maintenant, je suis dans ma 7e année de vie indépendante. Et donc, j'ai à cœur de devenir le plus maîtresse de mon temps possible. Et donc, c'est un rythme que je trouve à tâtons, que j'ajuste en permanence, qui a plein de hoquets, de ratés, mais qui... c'est quand même moi qui suis au gouvernail et c'est extrêmement appréciable et je me sens très privilégiée. Et à quoi ressemble une journée ordinaire pour toi quand tu es à Montélimar ? Alors, ça dépend du jour de la semaine parce que j'ai un rythme qui est très calé sur 7 jours. Disons que je me lève à 5 heures. Ça, c'est mon grand plaisir, en fait. C'est vraiment un choix parce que je suis très matinale et je vais avoir 1 heure pour moi, pour pouvoir émerger, pour pouvoir écrire pour moi, puisque j'ai vraiment placé l'écriture au centre de mon existence. J'écris mon journal, je fais un petit peu mes comptes et puis un peu de cohérence cardiaque. Et après, je vais courir 1 demi-heure. Et puis après, je me prépare, je prends mon petit déjeuner avec mon mari et de 10h à midi et demi, je travaille sur une newsletter ou un atelier ou du coaching, puisque ce sont mes 3 activités. Je déjeune avec Marc, mon mari, qui est en full remote. Donc, il est, lui, salarié, mais son entreprise à Paris l'a autorisé à vivre dans la Drôme. On est à Montélimar et on déjeune ensemble. Et après, l'après-midi, j'ai 4-5 heures de travail assez intense. Et puis le soir, je suis plus bonne à grand-chose. Donc, on dîne en famille et j'ai un fils de 14 ans. Et c'est un peu ça, presque 7 jours sur 7, en fait. Les tâches changent dans la semaine, mais entre le 10 ans, je réalise que c'est vraiment calé chaque jour comme ça. Il y a évidemment le week-end, une plus grande ouverture à des choses qu'on fait en famille, mais c'est ce rythme-là. Je sais que tu fais des séances de travail profond, du deep work. Oui. En quoi est-ce que ça consiste exactement ? En fait, j'essaie d'être la plus concentrée, attentive possible. Et donc, j'ai eu besoin pour ça d'enlever des choses. Je pense qu'on va
beaucoup parlé des choses que j'ai Enlevé. enlevées pour trouver mon rythme. Et donc, j'ai mon téléphone dans une autre pièce. Je me fais enfin, j'ai un emploi du temps où je sais que j'ai tant de minutes ou tant d'heures que je veux consacrer à une tâche. Je ne vais pas voir mes mails toutes les 5 minutes. Et donc, j'essaie de faire une chose à la fois. C'est surtout Ça a été ça. difficile de le mettre en place? Difficile, oui, et puis surtout très, très progressif, en fait. C'est que j'ai eu le temps de faire des essais, de voir ce qui marche pour moi, ce qui marche pas, et j'ai l'impression de progresser et de mettre en place mon système, qui n'est pas le système De de tout qui le que monde. ce soit d'autre, qui est à ma main et que je continue de faire évoluer, et je prends beaucoup de plaisir à À à l'affiner un peu. à l'affiner, à observer ce qui marche pas, et à voir que, il y a des choses qui marchent quand même. Il y a plein de trucs qui se cassent la figure, mais il y a des choses qui marchent. Donc maintenant, tu vis près de Montélimar, après avoir passé quasiment toute ta vie à Paris? Alors, on vit à Montélimar, oui, et je suis née à Paris, et j'ai habité pendant très longtemps en région parisienne, oui. Qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport au temps? Beaucoup de choses. Mmh. On était, on habitait depuis 10 ans à Clichy, donc en petite couronne avec mon mari et mon fils. Et puis il y a eu le Covid, et on en a eu assez de vivre dans notre 3 pièces. Et on a pu vendre notre appartement et acheter une maison assez grande pour 3 à Montélimar. Et donc on a gagné de l'espace, du calme, du vert, du ciel. euh, et une tranquillité, un jardin. Mmh. Et tout ça, alors que moi, j'ai un tempérament assez inquiet. Ça me permet d'être beaucoup plus tranquille, de, de- d'aller vers une douceur de vivre, ce qui n'est pas du tout mon tempérament au départ, même si je vis avec Marc, mon mari, qui, lui, a ça beaucoup plus en lui. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais en conscience. Je tends vers ça en conscience. Et je crois que j'ai trouvé le cadre idéal pour ça, parce que la Drôme est une région vraiment très douce et accueillante. Tu as dit vouloir devenir une femme détendue. Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que tu ne l'étais pas? Ah bah déjà, mes proches Tu dirais? riraient aussi, tellement je suis très loin de la détente en général. Euh, Moi, j'ai beaucoup été gouvernée par la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, quel que soit ce qu'on entend par y arriver. Euh, et donc, j'ai compris que j'étais en permanence en train de me mettre la pression. Et donc, quand je parle de me détendre, c'est relâcher une part de pression. En fait, j'ai dit que je voulais être une femme détendue. Je continue à avoir cette réflexion, et j'en suis plus tout à fait à avoir comme objectif d'être une femme détendue. C'est devenu plus précis. En fait, je cherche le point d'équilibre. Donc, l'équilibre, ça tient jamais très longtemps, donc c'est très mouvant. Mais le point entre euh, la, la pression et la détente, parce que on ne peut pas avoir de détente s'il n'y a pas eu d'action, de pression à un moment. S'il n'y a pas un minimum de pression, il ne se passe rien. Donc il en faut quand même. Et on a un organisme qui est tout à fait câblé pour supporter la pression. Ce qui est important, c'est d'avoir des plages de récupération, et c'est de trouver notre rythme euh, entre les deux. Et ça, bah, on a plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous, on a plein de choses qui se passent dans notre environnement qui font que les conditions changent en permanence. Donc, c'est pour ça que c'est si difficile. Mais de savoir, d'être consciente qu'on cherche ce point qui nous convient à l'instant T, eh bien moi, ça m'aide déjà à me concentrer dessus et à me dire, bah, là, ça va. Ou là, non, en fait, t'es en insécurité parce que t'es plus dans
t'es plus dans la bonne, Dans ton juste rythme. dans ce juste rythme, et donc j'essaye de me réadapter en permanence. Tu as dit tout à l'heure, donc tu cours 30 minutes tous les matins. Est-ce que c'est une discipline, un besoin physique ou un rendez-vous avec toi? Oh là là, c'est tout ça. Alors je cours 30 minutes, ça doit être à peu près 5 kilomètres, toujours le même parcours, près des champs. C'est un moment de très grand plaisir, pour moi. Là, en ce moment, c'est de nuit, alors, j'aurai encore plus de plaisir quand ce sera l'aube. Et j'écoute, la radio, ou un podcast en même temps, donc tout ça, ça m'est nécessaire, et ça me fait du bien. Heu, j'ai réalisé il y a pas très longtemps que en fait, c'était mieux si c'était pas non plus tous les jours, parce que, j'ai un corps qui, accuse un peu, les années et qui, me fait sentir que c'est mieux quand c'est quand même pas tous les jours. Donc je le fais moins systématiquement, et j'aime bien, il y a une espèce de détente mentale que ça me procure, et physiquement, j'aime énormément être, bien sur mes jambes, en fait. De sentir que je peux, me mouvoir, sans que ce soit sans ressentir le moindre effort, sans que ce soit, difficile pour moi de me lever, d'aller chercher quelque chose, d'avoir de pouvoir compter sur mes jambes, et ça, la course me permet ça. Et dès que, j'ai pas couru pendant un moment, eh bien, je suis contente d'y retourner parce que j'ai l'impression de retrouver, ce qui est bon pour moi. De te reconnecter à ton corps, de te sentir forte, il y a un truc un peu Oui. comme ça? Ouais. Est-ce que ta relation au corps a changé ces dernières années? Oh, elle change tout le temps. Mmh. Heu, je suis en préménopause, donc je ne suis pas encore ménopausée, je ne sens même pas les signes de la ménopause, mais je vais avoir 50 ans dans un mois, je sens des changements, et je crois que ça n'a pas arrêté, en fait. Là, il se trouve que j'en suis là, mais moi, j'ai un terrain aux, troubles du comportement alimentaire. Je fais des compulsions. Alors, comme, j'ai beaucoup travaillé dessus, aujourd'hui, c'est quand même relativement tranquille, et je sais à peu près, comment, me comporter pour que des moments de crise, restent, épisodiques, et les mettre derrière moi. Mais ça a beaucoup conditionné ce rapport au corps, où j'ai eu des grandes phases de détresse, parce que, je ne comprenais pas comment, être, bien dans mon corps, et ça, c'est le privilège des années quand même. Qui en est. Bah, c'est ça. Est-ce qu'il y a un moment où ton rythme de vie, à Paris, tu as compris qu'il ne te convenait plus? Ou est-ce que c'est ton corps qui t'a dit qu'il ne te convenait plus? Ah bah, moi, il y a eu quand même un avant et un après. J'ai eu un cancer du sein en 2017. J'étais journaliste à l'Express depuis longtemps. J'ai été, 10 ans, en rédaction, et le rythme, que j'avais là-bas, qui était en grande partie de mon fait, hein, parce que ça se passait très bien avec ma hiérarchie, avec mon équipe. J'étais responsable éditoriale, donc je manageais plusieurs journalistes, dans l'art de vivre. Au départ, je suis journaliste mode. Tout ça se passait très bien, mais à un rythme qui, en fait, était très soutenu, et où j'étais très exigeante avec moi-même, et j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que c'était un rythme qui était devenu insoutenable, en fait, pour, à la fois mon organisme, mon esprit, et j'ai mis du temps à m'extraire de, cette façon de travailler qui ne me convenait plus, en fait. Bon, Mmh. on a besoin de temps. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, si ton corps t'envoie des signaux, est-ce que tu les accueilles différemment? Oui, Ouais. complètement. Je pense qu'il y a toujours, des choses que je ne dois pas percevoir ou que je ne dois pas vouloir entendre, mais cette, moi, ma faiblesse, et donc mon axe de développement, c'est mon rapport à la nourriture. Ça m'a énormément pesé jusqu'à ce que je réalise que,
en fait, c'est là. Et c'est tellement central que ça va rester là. Et donc, qu'est-ce que je fais avec pour que ce soit une boussole? Ça m'aide ça me pointe des choses où il vaut mieux que j'écoute et que je fasse avec plutôt que de nier ou de m'en vouloir et de me traiter de tous les noms. Et donc, dès que j'ai une faim, dès que j'ai envie de manger sans faim biologique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dissonant. Ça veut dire que j'ai une pression que j'ai du mal à supporter. Donc ça peut être que j'ai sommeil, ça peut être que quelqu'un m'insupporte, ça peut être que j'ai un problème de boulot qui me tape sur le système et que je ne veux pas entendre. Bon, avec le temps, j'ai réalisé que c'était quand même vachement mieux d'écouter le plus tôt possible ces signaux-là, et donc d'être en mesure de les écouter. Et ça, c'est par la méditation, c'est par l'écriture, c'est par le fait d'avoir une hygiène mentale et physique suffisante pour être capable de percevoir ces signaux quand ils sont encore très faibles. Et justement, est-ce que dans cette hygiène, est-ce que tu peux nous parler de la slow productivity? Donc la productivité lente en français, c'est un concept qui a été développé par un auteur américain qui s'appelle Cal Newport et qui a écrit un livre qui s'appelle La Slow Productivity, qui est traduit en français, même si ils ont gardé le titre anglais. Et il y a 3 principes à ça qui sont d'en faire moins, qui sont de travailler à un rythme naturel pour soi et d'être obsédé par la qualité. Et moi, cette approche de Cal Newport, qui est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il a aussi écrit sur le deep work, on en parlait tout à l'heure, il a aussi écrit sur le minimalisme digital. Donc moi, il m'a énormément aidé à avoir un rapport apaisé avec mon téléphone portable et avec les réseaux sociaux. Son approche m'aide à aller vers l'essentiel, à en faire moins, mais à faire ce qui est important pour moi, euh, à, à, à réaliser que plus on est au clair avec ses valeurs, avec ce qu'on sait faire et ce qu'on a envie de faire, plus en fait ça nous suffit. Donc c'est tout un programme. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans cette notion de slow productivity, c'est que ça remet en question la définition qu'on a de la productivité, qui est héritée de l'agriculture, de la révolution industrielle, et c'est donc un concept qui est complètement à revoir dans notre société de services, qui est très digitalisée et qui est beaucoup plus complexe. On a des tâches qui ne sont pas forcément perceptibles à l'œil nu quand on est derrière son écran d'ordinateur. Et donc, on peut facilement se dire « Ah, mais en fait, je n'ai rien produit aujourd'hui ». Eh bien oui, mais parce qu'en fait, c'était dans notre tête que ça se passait. Et si, on a avancé, mais si on garde les vieilles façons de mesurer ça, eh bien, on peut se dévaloriser et ne pas avoir l'impression d'avancer, alors que si, et que pour pouvoir aller plus loin et s'encourager, eh bien, il vaut mieux adopter une définition de la productivité qui nous est propre. Et si tu devenais la femme détendue que tu espères, ça voudrait dire quoi concrètement pour toi? C'est être pas forcément détendu tout le temps, mais c'est être suffisamment à l'écoute de ce qui se passe en moi et autour de moi pour profiter du mieux possible de ce qui m'est donné dans l'instant présent. Je voudrais poser des questions sur les micro-changements et tu écris chaque fin de mois une newsletter à propos de tes micro-changements du mois précédent. Quel petit ajustement quotidien a réellement amélioré ta vie? Oh, il y en a eu tellement. Moi, je crois pas aux grands soirs. Je crois pas aux grandes résolutions. J'ai essayé les résolutions du 1er janvier. On a tous essayé. Voilà, on a tous essayé. Pour moi, c'était des échecs. Alors que d'observer, d'être dans l'auto-observation quotidienne et de voir ça, je l'ai fait différemment. Et en fait, ça m'a procuré du plaisir, ça m'a aidé, ça m'a détendu. Je vais continuer. Et à force de continuer, il y a des choses qui marchent très, très bien. Donc, que te dire qui a bien fonctionné pour moi?
Hem, de je pense qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent à ma prise de notes. De trouver les outils, les bons cahiers, pour, pouvoir m'appuyer sur l'écriture au quotidien pour faire, mon planning, du jour et savoir comment l'ajuster en cours de journée. Parce que les plannings, écrire son emploi du temps, c'est aussi, général que de dire: «Bah, je fais des listes». Oui, mais comment tu fais des listes? Comment tu tiens ton planning? Comment, quand, quelque chose, met ton emploi du temps de la journée par terre à 10 heures du matin, comment tu vas poursuivre ta journée, heu, en essayant de rester, sereine, mais, en faisant ce que tu continues de trouver le plus important, en maintenant tes priorités et en gardant comme fil conducteur ta priorité. Donc ça a été, je me suis, j'ai pensé à ce que j'ai appelé mon cahier du temps. J'ai toujours avec moi un petit carnet, dans lequel je note certaines choses. Et bien là aussi, ça a été énormément d'ajustements pour me dire: «Bah, qu'est-ce que tu notes et puis qu'est-ce que tu laisses filer?» Parce qu'il y avait des moments où je notais tout ce qu'on me disait et c'était pas non plus viable et très agréable, ni pour moi ni pour les autres. Donc ce sont des ajustements permanents. Le fait de faire du journaling le matin, donc d'écrire une sorte de flot de pensée, de vider ma tête de, toutes les ruminations que je peux avoir en cours, et de clarifier, mes pensées pour démarrer du bon pied et de laisser émerger, les idées, tout ça, c'est passé par l'écriture et j'écris depuis longtemps puisque je suis journaliste depuis maintenant, plus de 25 ans, mais écrire pour soi, ça a été un des prises de décision, vraiment, une succession de prises de décision qui continuent aujourd'hui et genre en fait, j'aime bien le faire de manière, aussi collective. Je le fais de manière individuelle et j'essaie de le transmettre aussi avec, mes lectrices, dont tu fais partie parce que, je pense qu'on s'aide aussi, en le faisant à plusieurs. En quoi, dire non, ça a changé ton rapport à toi-même? Hem Et bien, dire non, en fait, c'est avoir un sens de ses priorités et donc c'est avoir un socle de valeurs où on sait ce qui est important pour nous. Mmh. Et donc, à partir du moment où on sait ce qui est important pour nous et où on se le rappelle suffisamment fréquemment, heu, dire non devient absolument impératif parce que, on ne peut pas on est dans une société qui, nous sollicite énormément et c'est génial. C'est quand même, une société d'abondance, de choix et d'avoir tous ces choix, c'est une grande, chance. Mais il faut le mode d'emploi qui va avec et le mode d'emploi, il est en nous. C'est à nous de trouver ce qui nous convient à nous et donc on est obligé de filtrer et pour filtrer, eh bien, il est très important de, refuser, certaines choses et de le faire, si possible dans les formes et donc oui, je refuse énormément de choses, et ça me coûte de moins en moins parce que je crois que j'ose espérer que, soit j'arrive à le faire, comprendre à l'autre, soit en fait, bah, j'accepte de décevoir. Mmh. Non, mais c'est parce que c'est un parcours, accepter de décevoir. Oui, c'est très, très important Mmh. comme étape et je pense que c'est toujours difficile parce qu'on a envie que ça se passe de manière fluide avec les autres, et en même temps, accepter de décevoir, c'est aussi, se détendre sur l'ego, Mmh. parce que bah, oui, je pense que je passe mon temps à décevoir des gens. Ou se respecter aussi. Oui, alors, la notion de respect, je trouve que c'est un petit peu flou pour moi. Mmh. Donc, je l'emploie, mais, ça peut englober plein de choses. Heu, avoir je suis plus dans un vocabulaire de avoir conscience de 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 ce qui est important pour moi, essayer d'être dans une communication suffisamment fluide avec, l'autre pour, comprendre ce que lui ressent, quels sont lui ses besoins ou qu'il soit suffisamment à l'aise avec moi pour pouvoir me l'exprimer et que comme ça, je puisse m'ajuster. Mais aussi lui faire comprendre, quel est mon ressenti, quelles sont mes limites, tout ça
Bon, on en revient à la communication non violente. Oui. Mais respecter son socle, c'est quand même la base pour réussir à dire non. Alors, tu vois, plus que respecter son Oui. socle, moi, c'est une Le connaître. question, oui, et c'est une question de est-ce que je suis en sécurité ou pas? Hmm. Est-ce que je suis en sécurité intérieure ou est-ce que les circonstances internes, externes font que ça y est, je suis plus en sécurité et alors là, ça veut dire que je peux partir dans mes émotions, ça veut dire que je suis devenue tellement vulnérable que je peux devenir agressive et comment me remettre en sécurité. Cette notion de est-ce que je suis en sécurité ou pas, elle me parle beaucoup plus, moi, au quotidien et je suis en permanence en train de me m'auto-scanner pour voir est-ce que je suis en sécurité ou pas, plutôt que le respect, pour moi, c'est trop abstrait. Ok. C'est ça qui te drive, quoi. Oui. Ok. Qu'est-ce qui te complique le plus vite ta vie quand tu n'y prends pas garde? Euh, la pression du temps. On revient au On rythme. revient au rythme. En fait, j'ai choisi une façon de vivre où j'ai organisé mon travail autour de choses à rendre. Donc, j'écris 2 newsletters chaque semaine. J'anime un atelier d'écriture chaque jeudi soir. Euh, j'ai des séances de coaching. Tout ça fait que dès que je sens que j'ai j'ai organisé mon temps d'une certaine manière. Dès que je sens que je suis en train de prendre du retard, et ça arrive quand même très régulièrement parce que mes newsletters, j'essaye de les envoyer à un rythme défini. Euh, Dès que je sens que je vais me mettre en retard, là, ça commence à... Je peux vite basculer dans cette insécurité dont je parlais. Qu'est-ce que tu as arrêté de poursuivre ces dernières années? Eh bien, c'est ça, c'est cette. Je suis en train, j'ai pas arrêté, mais je suis beaucoup en train d'examiner, de questionner, de réfléchir à cette notion de moment butoir, à quel point je m'imposais des choses parce que j'ai- je pensais en avoir besoin, et je pense que j'avais besoin de cette rigueur-là, et je suis en train de réaliser que je peux me faire confiance pour arriver quand même à faire ce que je veux sans forcément m'imposer un cadre aussi rigide. Donc c'est quelque chose, c'est une étape qui est en cours. Et ça, est-ce que alors c'est ma lecture comme ça, le fait de, quand on est dans le milieu journalistique, dans une... Enfin, je sais pas exactement le vocabulaire, mais voilà, il faut clore, le boucler, etc. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que tu t'imposes ça avec les newsletters alors que ton public est beaucoup plus détendu? C'est complètement... c'est l'œuf et la poule. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le journalisme où il y a effectivement, comme tu le dis, autant de deadlines? Est-ce que c'était mon tempérament? Est-ce que ça m'a sculpté? J'ai pas toujours été journaliste. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait du marketing avant, donc j'ai pas non plus été formatée comme ça depuis ma jeunesse. Je suis devenue journaliste à 30 ans, donc je ne sais pas, mais le fait est que ça m'a beaucoup convenu et qu'aujourd'hui, ça m'entrave. Donc, et c'est intéressant de savoir. On avance comme ça, il y a des choses qui, à un moment, parfois pendant très longtemps, marchent, nous servent. Et puis à un moment, ça ne fonctionne plus. Et à quel point on va moduler les choses ou carrément s'en défaire, ça n'est pas du tout... C'est un dossier en cours pour moi. Est-ce qu'on peut passer sa vie à observer les autres et retarder le moment où on se regarde soi-même? Ah, moi, ça fait très longtemps que je m'observe moi-même. Et quand j'observe les autres et que quelque chose m'agace chez les autres, je me redis tout de suite, bon, en fait, à quoi ça te renvoie chez toi? Je pense que pour être bien avec les autres, on a absolument besoin d'être d'abord bien en soi. Et je ne trouve pas du tout que ce soit une démarche égoïste. Enfin, j'assume mon égoïsme parce que je sais que c'est comme ça que je peux, après, apporter ma contribution à la communauté. Intéressant. Comment est-ce que tu te présentes aux inconnus en termes de métier? Je me présente en tant que journaliste alors que je ne suis plus
journaliste, si on est puriste. J'ai plus de carte de presse depuis très longtemps et je n'écris plus pour un média autre que ma newsletter. Est-ce qu'on estime que c'est un média ou pas? Je ne suis même pas sûre. Voilà. Donc, en fait, je me définis par défaut parce que je sais que c'est plus facile pour les gens d'avoir une catégorie et que moi, je me sens journaliste en termes de mentalité, d'approche, de curiosité, de façon de réfléchir, de fonctionner. Mais j'essaie d'enlever les étiquettes et, et je suis quelqu'un qui écrit. Je crois que c'est surtout ça. Mm. Qu'est-ce que donc ce métier ou ces métiers t'ont donné? Ça m'a aidé à me trouver. Je pense que donc je viens du marketing. Je pense que j'ai gardé un œil de marketeuse où j'aime beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les relations humaines. Et je trouve que le marketing a mauvaise presse, mais le marketing, c'est aussi l'idée de comment est-ce que euh, on, on adapte un produit pour qu'il trouve son public. Et donc, on en revient à la relation et à connaître l'autre et avoir une curiosité de l'autre. Et le journalisme, c'était un moyen pour moi de... j'étais passionnée de mode. Bon, j'aime toujours les vêtements, mais je suis un petit peu moins passionnée de mode. C'était un moyen de découvrir. Je percevais la mode comme un art de vivre et le journalisme, c'était un moyen d'étudier, d'approcher ce secteur qui me faisait extrêmement rêver. Euh, et j'ai gardé du journalisme la curiosité, la rigueur, le rapport à l'écrit, le rapport au langage, qui est où j'ai ce souci d'exactitude. Et même si je ne suis pas dupe, je sais aussi que on n'arrive pas à poser les mots. C'est pas possible d'arriver à définir tout ce qu'on ressent et tout ce qui nous traverse. Et entre humains, on ne se comprend pas, en fait. On croit qu'on comprend quelque chose, et puis, en fait, on se plante. Et donc, on continue à se parler pour essayer de mieux se comprendre. Et on avance comme ça à tâtons. Et c'est ce qui est tellement intéressant. Moi, je vis pour les conversations. C'est pour ça que voilà, j'étais contente qu'on fasse ce podcast ensemble. Et qu'est-ce que tu dirais du coup que ce métier t'a pris? M'a pris. T'as enlevé des choses? Oh, je pense que ça m'a pris... ça m'a stressée. Donc, ça m'a sûrement pris de l'énergie vitale, mais en même temps, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, cette énergie vitale. Il faut bien que quelque chose nous fatigue. Bah, j'enchaîne du coup sur la fatigue. À ton avis, nos fatigues, est-ce qu'elles viennent plus de ce que nous vivons ou de ce que nous pensons? Oh, je sais pas, les deux. Moi, je me fatigue moi-même tellement que il y a une fatigue mentale où vraiment, la lassitude d'être soi, je connais. Euh, le plus, c'est quand j'ai terminé mes 2 newsletters de la semaine, mais j'ai l'impression d'être fatiguée d'avoir parlé de moi. J'ai besoin de me... Allez, vraiment de me réouvrir aux autres. Je prends. Est-ce que tu dirais que tu arrives à être plus dans l'instant présent qu'avant? Oui, beaucoup plus. Oui. Bah, là, ça touche au rapport à l'ego, en fait. C'est que plus jeune, j'étais tellement moins sûre de moi que j'avais en permanence cette interrogation de comment j'étais. Et aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux. Tu as parlé de la joie dans une de tes newsletters. Je voulais savoir qu'est-ce qui étouffe le plus vite ta joie à toi? La pression. La pression. La pression que je me mets en général, ça peut venir de l'extérieur, mais c'est d'abord moi qui l'accepte et qui la génère souvent. Donc, après, la joie, je sais bien que dans des philosophies orientales, ça peut être un état continu. Moi, je le perçois quand même comme un état optimal, et comme tous les états optimaux, c'est un idéal et ça surgit, ça jaillit, la joie. Et donc, c'est génial quand ça arrive, mais ça ne se provoque pas par la volonté. Et donc, oui, il y a plein de choses qui l'étouffent et c'est notre condition humaine quelque part. Enfin, je me fais pas d'illusions sur le fait que on peut pas vivre en permanence dans la joie, et c'est aussi parce que
il y a de la douleur on apprécie encore mieux, de la douleur ou de l'effort et il y a des moments où, il y a cette espèce de détente, où on est heureux, eh bien, tant mieux, mais c'est aussi les variations de rythme qui, font qu'on apprécie, les moments. Les moments. Mmh. Est-ce qu'encore aujourd'hui, il t'arrive parfois de ne pas te sentir tout à fait à ta place? Oh bah, tout le temps, ouais. À ma place, je pense que je me suis choisi une place Mmh. et donc j'ai l'impression d'être, à ma place à la fois physiquement dans l'endroit où j'habite, à ma place dans ma famille, à ma place avec, mes amis, dans mon travail que j'ai eu la chance de pouvoir, inventer en fait, faire à ma main. Mais au quotidien, je me sens toujours, bousculée. Puis j'aime bien aussi, la nouveauté. Alors je provoque aussi, des situations qui sont nouvelles et où donc, je la cherche ma place et je me sens en permanence, je me déplace. Donc, par définition, je suis pas à ma place, mais là encore, comme tout est mouvement, de toute façon, même si je restais à ma place, je finirais par me sentir, pas à ma Pas à place ta parce que ça aurait bougé autour de moi. Mmh. Donc, ça n'est pas gênant et je trouve plus intéressant d'avoir de continuer à travailler justement sur cette sécurité intérieure pour être suffisamment bien, quel que soit ce qui se passe en moi et autour de moi. Comment est-ce que tu distingues aujourd'hui l'intuition de l'inquiétude? Pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir. Mon mon inquiétude peut étouffer mon intuition. Mmh. Comme j'ai un tempérament assez inquiet, quand je suis vraiment plus en sécurité, eh bien, j'ai plus accès à mon intuition. L'intuition, je pense que c'est une connexion à son ressenti avant tout, physique. Mmh. Donc, pour être relié à ses sensations physiques, on doit être suffisamment en état, suffisamment, tranquille, et d'ouverture et si on est inquiet, on se ferme, en fait. Donc, c'est ça le lien entre les 2. Mmh. Comment est-ce qu'on peut être proche des autres sans s'épuiser émotionnellement? Hem, Justement, en ne s'oubliant pas, en ayant conscience de ses limites, heu, en restant suffisamment connecté à soi, donc à son ressenti. Heu et donc je pense qu'on est en mesure de donner, aux autres jusqu'à un certain point et puis il y a un moment où, on fatigue, où on n'a plus assez de ressources internes et où c'est important là de se préserver et se remettre d'abord, au service de soi avant d'être au service de l'autre. Mmh. Ce qui est très difficile, hein. Oui, Puisqu'on est des êtres sociaux et qu'on vit avec les autres. mais C'est ça fait partie des micro-changements quand même que tu as mis en place dans ta vie petit à petit, de te remettre. Oui, alors déjà je vois moins de gens. Ouais. Non, je Fondamentalement, je vois moins de moins gens. de gens, oui. Heu, Tu travailles de chez toi aussi, enfin, il y a toute une voilà, je respecte beaucoup, mon besoin d'isolement. Mmh. Bon, après, il y a des moments où, c'est plus ou moins facile, hein. Mmh. Et c'est pas trop intense justement quand tu vois pas beaucoup de monde et que là, par exemple, tu viens à Paris, tu vas avoir beaucoup de monde en 48 heures? Est-ce que c'est épuisant? Non, c'est pas épuisant, il faut des bonnes plages de récupération. Donc, voilà, la méditation m'aide vraiment énormément. Même fermer les yeux quelques minutes, ça lave beaucoup de choses. Et là, je reviens d'un voyage en Inde où, on était en groupe, on était 8 personnes et j'étais dans une chambre, que je partageais avec quelqu'un, donc pendant, 9 jours, j'ai pas vraiment été seule et en fait, ça ne m'a pas du tout pesé. Bon, parce que c'était des filles super, mais aussi parce que je réussissais à être toute seule, en fait, à fermer les yeux, à certains moments et à me retrancher, et donc me régénérer toute seule, à dormir suffisamment aussi et c'est possible, mais c'est une véritable hygiène de vie et c'est, un choix conscient et ça demande, heu, beaucoup de oui, beaucoup d'efforts et de maturité.
Je change de sujet. Comment sont nés les cercles d'écriture du jeudi? Donc c'est un atelier d'écriture introspective que j'ai, lancé début janvier 26, donc c'est vraiment tout récent et hem et en même temps, c'est l'aboutissement de beaucoup de choses parce que je faisais des ateliers en ligne, sur Zoom, depuis, déjà, plusieurs années, mais sur des sujets plus relatifs à la communication ou à au développement personnel, mais plus appliqué dans le travail, et j'adorais faire ça, mais ça me prenait, trop de temps, trop d'énergie pour pouvoir le faire avec, ma newsletter, bi-hebdomadaire. Donc j'ai voulu, trouver un point de rencontre avec mes lectrices parce que comme j'écris, des newsletters depuis, très longtemps et puis j'avais un blog avant qui s'appelait Café Mode. Donc j'écris en ligne depuis 20 ans, donc j'ai des liens avec des lectrices très forts depuis, parfois de très longues années et je moi, mon but, j'ai à cœur de, tisser une relation de plus en plus étroite avec celles qui, se sentent, proches de, ce cheminement que j'ai, vers l'écriture, vers, le fait de me sentir bien. Et ça prend plein de formes et ça a pris la forme du blog, la forme de la newsletter, la forme des ateliers et comme l'écriture est vraiment, devenue centrale dans ma vie, eh bien, à un moment, il y a eu cette étape de me dire: «Bah, un atelier d'écriture introspective». Je dis introspective parce que c'est vraiment, le flot de pensée, le journaling, le journal, qui sont importants pour moi. Je suis pas du tout dans une écriture narrative, ça n'est pas ce qui m'inspire et je lis assez peu de romans, c'est beaucoup plus, l'introspection qui me enfin, je vois le même psy depuis 25 ans, j'ai un besoin de comprendre ce qui se passe dans ma tête, sinon je deviens folle, en fait. Je me pose trop de questions, j'ai trop ce tempérament à basculer dans l'inquiétude et comme, il se trouve que ça résonne chez des lectrices, eh bien, j'ai eu l'idée, soufflée par des lectrices, de, chaque jeudi soir, 1 heure, décider qu'on écrirait ensemble sur un sujet que je donnerais, à travers, 4 exercices, d'écriture courts, de 5 minutes chacun. Pas besoin d'être, de savoir, rédiger, d'être, une écri de d'être dans l'écriture de manière professionnelle. Pas besoin même de tenir un journal, juste d'avoir envie de se, vider la tête sur la feuille ou même sur un clavier puisque, ça peut être, écriture, clavier, enfin numérique ou manuscrite, mais avoir cet espace pour soi au moins 1 heure dans la semaine et pas forcément toutes les semaines. Mais il se trouve que je suis la première surprise de voir que j'ai des lectrices qui sont là toutes les semaines parce qu'en en fait, elles en avaient autant besoin que moi et il se trouve qu'on se fait vraiment du bien. Bien. C'est une respiration. C'est une respiration, tu l'as expérimentée. Pourquoi, à ton avis, est-ce que écrire, ça aide parfois plus que réfléchir? Parce que réfléchir, en fait, c'est sans fin. On peut ça peut se transformer dans le petit vélo dans la tête, alors que écrire, ça passe, surtout si c'est manuscrit, ça passe par la main, c'est forcément plus lent. On est obligé il y a cette logique d'entonnoir où on est obligé de passer par le langage et de le matérialiser, que ça devienne tangible. La feuille devient un prolongement de notre état psychique et donc ça permet de trier, ça permet de 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 sauter d'un poids, c'est comme de se laver les dents, en fait. C'est une hygiène mentale, qui permet, de s'alléger, de se débarrasser de tout un des couches et des couches de pensées qui ne nous sont pas forcément utiles et en s'en débarrassant, eh bien, on crée un espace intérieur qui, bah, ça peut laisser de la place à des pensées émergentes qui sont parfois des idées qui sont étouffées par nos ruminations, par, tout ce qui nous pèse et c'est ce qui fait que souvent quand on commence à écrire, bah, on écrit toujours la même chose et on se dit: «Ah bah, c'est nul mon truc, j'arrête parce que de toute façon je m'auto-fatigue, je suis toujours en train d'écrire la même chose». Bah oui, mais il vaut mieux que ce soit sur la feuille plutôt que dans notre Dans la tête tête. et si on continue, si on se donne la chance de déverser tout ça, à un moment,
il va y avoir quelque chose de différent qui va surgir. Et là, c'est tellement fragile que c'est bien d'avoir le support écrit pour pouvoir lui donner une chance de grandir. Est-ce que quand même c'est plus fort le crayon que le clavier? C'est bien d'alterner, en fait. D'accord. C'est bien de... Bon, déjà, ça dépend complètement du tempérament de chacun. Et je pense pas qu'il faille forcément valoriser un plutôt que l'autre. Je crois que on est dans une étape où notre société valorise un petit peu plus l'écriture manuscrite, alors à travers plein d'études neurologiques et tout ça, mais parce que c'est en perte de vitesse et qu'on a besoin, sûrement. Oui. Enfin, il y a tellement de bienfaits à écrire de manière manuscrite que c'est dommage de ne pas essayer de temps en temps de refaire ça et de voir ce qui se passe. Après, je pense que ça dépend de chacun, mais l'écriture manuscrite est tellement plus lente et elle est tellement archaïque, en fait, que ça nous connecte à des parts de nous qui ne s'exprimeraient pas forcément avec un clavier. Qu'est-ce que tu fais dire différemment que la Géraldine d'il y a 10 ans? J'écris beaucoup plus. Mhm. J'écris pour moi. Je m'écoute beaucoup plus. Je me laisse plus de temps. Je me... Je suis moins dure avec moi-même. Et je m'autorise énormément plus de choses. Et je me connais tellement mieux Mm. que ça me rend beaucoup plus clémente, beaucoup plus... je cherche le mot et je le trouve pas, et ça en soi c'est déjà un acte manqué, mais je suis beaucoup plus indulgente. Voilà. Mm. Et si tu pouvais lui parler à Géraldine d'il y a 10 ans, ou même Oh, d'il y a 20 ans, tu lui dirais quoi? t'inquiète pas, ça va bien se passer, quels que soient tes soucis du moment, tu vas trouver des solutions. Selon toi, est-ce que le juste rythme pour soi, c'est une question d'organisation ou une question de rapport intérieur au temps? Je pense qu'il y a une question d'organisation, et avant ça, plus que même le rapport intérieur au temps, c'est le rapport intérieur à soi. C'est d'abord de s'accorder un espace intérieur. Donc moi, je le trouve par la méditation, par l'écriture, par le silence. Parfois, il y a des gens, c'est par la marche, ça peut être par la danse, ça peut être par la céramique. Il y a plein de pratiques méditatives, mais c'est comment est-ce que je retrouve un espace intérieur et comment je veille à le préserver, le sauvegarder, quel que soit mon rythme de vie, quelle que soit mon occupation du moment. Et de savoir que c'est possible, ça nous offre déjà une marge de manœuvre, en fait. C'est de retrouver une marge de manœuvre, parce que si on n'a plus de marge de manœuvre, en fait, on perd la sensation de liberté. Alors là, on passe en mode de survie qui est beaucoup plus réduit, en fait, comme espace. Toi, ton processus créatif, il fonctionne comment? Il fonctionne avec ça. Ouais. C'est-à-dire que plus je me laisse d'espace intérieur, plus, ah bah tiens, c'est marrant, il y a des idées. Ah bah tiens, il y a des... Ah bah... Tiens, je vais faire ça dans 2 jours, la semaine prochaine. Et mais puis si je faisais ça, bah, c'est juste parce que j'ai laissé l'espace pour que ça surgisse. Mm. Bon, c'est plus ou moins impossible. En fonction des moments, ça peut pas être tout le temps. Ouais. Et les thèmes pour tes cercles d'écriture, ils arrivent aussi comme ça? Ouais. Ouais. Oui, c'est s'accorder cet espace, cette marge de manœuvre. Là, je suis à Paris avec toi. Je suis à Paris pour 3 jours. On est mardi. Jeudi soir, j'ai un cercle. Je n'ai toujours pas le thème. Et j'aime bien l'annoncer à l'avance pour que les personnes sachent si ça va leur parler ou pas. Est-ce qu'elles vont y aller ou pas? J'aimerais bien pouvoir... j'aurais bien aimé leur dire dès la semaine dernière. Rien n'est venu et je respecte le fait. Je suis complètement confiante sur le fait que ça va venir. Et en fait, pour que moi, je sois... que ça fonctionne, eh bien, il faut que j'y croie, il faut que je sois connectée à ce qui me préoccupe à un certain instant. Et pour l'instant, c'est trop flottant.
Sorry. Non, non. Non, mais non, il n'y a pas sorry. Justement, je trouve ça super de te faire confiance. C'est pas Ouais. forcément très confortable pour les autres, hein. Ouais. Mais je pense que je suis de plus en plus suivie par des personnes qui comprennent ma C'est ce démarche. que j'allais dire. C'est plutôt les. Alors, pourquoi est-ce que tant de femmes trouvent que ça résonne chez elles, justement? Je suis pas sûre d'être comprise par tout le monde, hein. Mais de toute façon, c'est pas possible. Oui, Et moi, ce mais qui c'est pas le but, de m'intéresse, toute c'est façon. celle. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est la connexion que j'ai avec celle qui, à un instant T, ont suffisamment en commun avec moi pour qu'on se nourrisse mutuellement. Bien sûr. Et je suis complètement OK sur le fait que ça change tout le temps et que Mhm. donc il y a des personnes que je saoule qui se disent non, en fait, je comprends plus, elle me saoule. Et ben très bien. Et peut-être qu'on se retrouvera dans quelques années parce que moi, j'aime bien envisager les relations dans la durée. Si ton rythme naturel n'avait plus besoin de s'adapter à celui des autres, qu'est-ce que tu laisserais tomber ou qu'est-ce que tu abandonnerais en chemin? Ah bah, je laisse déjà bien. Tu as laissé déjà beaucoup J'ai de laissé choses. déjà beaucoup de Ouais. choses. Et c'est pas vraiment les autres qui m'imposent des rythmes, en fait. Alors, il y a le rythme des saisons, il y a le rythme sociétal, un peu, quand on est en septembre, c'est la rentrée et Mmh. c'est difficile d'échapper à Énergie. cette énergie-là. Mmh. Ou quand on est à Noël, bon, bah, il y a un certain nombre de choses qui... ça va avec la saison, en fait. Mmh. Donc, j'essaie de suivre ça. Il y a un rythme naturel que je n'ai pas envie de lâcher. Et en même temps, je trouve très intéressant, si je reprends la logique de Noël, d'examiner ce qui me convient dans les traditions, dans les usages, et puis ce dont je ne veux pas. Et ça dépend des... Ça continue d'évoluer année après année. Donc, c'est une sorte de pas de deux, on danse entre ce que les autres nous imposent et ce dont nous, on a besoin. Et j'ai l'impression de quand même de lâcher de plus en plus de choses. Mmh. Et donc ça va continuer. Et qu'est-ce que tu espères retrouver ou trouver? Bah, ce que j'espère retrouver, c'est cette candeur enfantine où on n'avait pas encore ces couches de choses qui nous sont imposées par la société et où on y revient avec l'âge de manière consciente. C'est forcément un travail. Puisqu'on s'est intégré socialement, on s'est assis sur un certain nombre de choses, on a renoncé à un certain nombre de choses, et puis euh, quand on est en phase d'individuation, au milieu de sa vie, et donc je suis en plein dedans, enfin j'espère que j'ai encore des longues années, eh bien on se connaît suffisamment pour pouvoir lâcher des choses que la société nous a transmises et qui ne nous servent plus. Donc, de pouvoir m'alléger du maximum de choses pour pouvoir me sentir agile et juste être dans l'instant et dans ce que je vis sur le moment. Voilà, c'est ça mon but. Mmh. Dernière question avec, du coup, à 50 ans, là, bientôt, avec quoi tu te fous définitivement la paix? Bah, ce qui est vraiment en cours, c'est de ne plus, de m'accorder, de m'autoriser à ne plus me presser. On est vraiment au cœur du sujet de Du ton sujet. podcast, de faire les choses donc à mon rythme, comme je le sens sur le moment, de ce qui est le plus juste pour moi, sur le moment. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur ta table de nuit? Une poupée. Ah, intéressant. De quand tu étais petite? Non, une poupée moulin rôti que j'ai achetée il y a quelques mois maintenant au musée d'Orsay et que je trouvais trop marrante parce qu'elle était rousse et que je la trouvais qu'elle me ressemblait et qu'en même temps elle est en tissu et donc elle m'apaise énormément et bon finalement je la tripatouille pas trop mais je trouve que à côté de mon réveil matin Ça fait joli. ça fait joli et il y a quand même un apaisement. Elle me procure un apaisement. Et ça te connecte à ton enfant intérieur, à la petite fille que tu étais? Non. Euh,
Oui, enfin, en tout cas, j'ai toujours aimé les poupées et je crois que oui, elle doit me relier à celle que j'étais plus jeune, sûrement, ouais. Cette fameuse candeur infantile Oui, que tu voilà, recherches. ouais. Un lieu où tu te reconnectes à toi? Alors c'est rigolo parce que c'est l'endroit où je cours. Quand je vais courir, je cours le long d'une route, donc ce qui n'est pas forcément le truc le plus apaisant parce qu'il y a des voitures, mais j'arrive à des champs et il y a un endroit qui est avec quelques maisons, mais qui est vraiment bordé des champs et c'est un des endroits que je préfère au monde. En plus, ça sent la résine parce qu'il y a il y a des espèces de sapins. Mais depuis quelques mois, il y a des gens qui sont venus s'installer dans une espèce de roulotte. Donc je pense que c'est, je sais pas, c'est je sais pas si c'est des SDF et j'ai un petit peu discuté avec eux parce que j'avais besoin de me sentir suffisamment bien quand je passais à côté d'eux. Et en fait, il y a certains matins où j'ai vu qu'ils avaient des chiens. Et et donc, je suis dans la phase où j'avais un peu peur des chiens et où j'ai envie de pouvoir continuer de me sentir très, très bien sur mon chemin. Et en même temps, je me dis, mais s'il y a un chien qui déboule... Donc, il y a un des messieurs qui m'a rassurée, qui m'a dit que c'était une vieille chienne et qu'il n'y avait aucun problème, elle n'allait pas me courir après. Je ne connais pas encore bien les autres parce qu'il y a 2 espèces de roulottes et je connais pas encore, j'ai pas encore suffisamment noué connaissance. Il va vraiment falloir que j'aille le voir pour être, parce que c'est dans ma tête tout ça, parce qu'il n'y a jamais aucun chien qui m'a couru après dans ce périmètre-là. Mais tu vois, tu me demandes mon endroit où je me sens bien, c'est vraiment mon endroit. Et donc, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'il va falloir que j'aille vers l'autre pour que ça se passe bien. Et pour que ça t'apaise, que tu retrouves ta sécurité. Un moment de la journée qui t'apaise naturellement? Moi, mes moments à table, c'est toujours les moments où je suis... c'est vraiment manger 3 fois par jour, mais quel bonheur! À table. À table. Une saison qui te ressemble? J'ai appris à aimer toutes les saisons. Ma saison, d'un point de vue colorimétrique, c'est l'automne. Mais la saison où je me détends le plus, c'est l'été. L'odeur de ton enfance? L'odeur de mon enfance, je sais pas, une tarte aux pommes de ma maman. Une musique refuge? Un bon Patti Smith. People Have the Power. C'est un peu mon hymne. Un film qui t'accompagne? Thelma et Louise. Un objet du quotidien qui te reconnecte à ton juste rythme? Mes carnets. Un petit rituel qui t'aide à ralentir? Fermer les yeux et méditer assise 10 minutes. Et un objet, un bijou ou un rituel qui te reconnecte à ta féminité? Je pense que ça passe quand même beaucoup par les cheveux, peut-être. Je suis rousse, j'ai les cheveux bouclés. Et il y a beaucoup du rapport à la féminité qui passe par cette crinière. C'est pas un objet, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Ça passe. Merci beaucoup, Géraldine. Merci à toi, Marion. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans le juste rythme. J'espère que cet épisode vous a offert un souffle, un sourire ou une idée à glisser dans votre quotidien pour avancer un peu plus à votre rythme. Si cet échange vous a plu, parlez-en autour de vous et abonnez-vous à votre plateforme préférée. Laissez un commentaire, c'est ce qui permet au podcast de rayonner. Pour découvrir d'autres épisodes ou me contacter, rendez-vous sur le juste rythme. Et si une femme inspirante vous vient à l'esprit, écrivez-moi, elle pourrait être ma prochaine invitée. À très bientôt, et d'ici là, prenez soin de votre cœur, de votre corps et de votre tête.